Chapitre 8. Je pénétrai dans la salle et ne vis rien tout d'abord qui me parut justifier ces airs mystérieux. L'appareillage ressemblait à celui du local précédent. Générateur, transformateur, électrode. Il n'y avait que deux sujets, un homme et une femme, étendus sur deux divans parallèles, maintenus sur leur couche par une sangle. Dès notre arrivée, ils se mirent à nous regarder avec une fixité singulière. Le gorille assistant nous accueillit par un grognement inarticulé. Elius et lui échangèrent plusieurs phrases dans le langage des sourds-muets. C'était un spectacle peu banal de voir un gorille et un chimpanzé agiter ainsi les doigts. Je ne sais pourquoi cela me parut le comble du grotesque, et je faillis éclater de rire. « Tout va bien, ils sont calmes. Nous pouvons procéder immédiatement à un essai. »« De quoi s'agit-il » implorai-je. « Je préfère vous laisser la surprise, » me dit Cornelius avec un petit rire. Le gorille anesthésia les deux patients, qui s'endormirent bientôt tranquillement, et mit en marche divers appareils. Elius s'approcha de l'homme, déroula avec précaution un pansement qui lui couvrait le crâne, et, visant un certain point, appliqua des électrodes. L'homme conserva une immobilité absolue. J'interrogeai Cornelius du regard quand le miracle se produisit. L'homme parlait. Sa voix retentit dans la pièce avec une soudaineté qui me fait sursauter, couvrant le ronronnement d'un générateur. Ce n'était pas une hallucination de ma part. Il s'exprimait en langage simien, avec la voix d'un homme de la Terre ou celle d'un singe de cette planète. La face des deux savants était l'image du triomphe. Ils me regardaient de leurs yeux pétillants de malice et jouissaient de ma stupeur. J'allais pousser une exclamation, mais ils me firent signe de me taire et d'écouter. Les paroles de l'homme étaient décousues et dépourvues d'originalité. Il devait être depuis longtemps captif de l'Institut et répétait sans cesse des bouts de phrases souvent prononcés par des infirmiers ou des savants. Cornelius fit arrêter bientôt l'expérience. Nous n'obtiendrons rien de plus de celui-ci. Seulement, ce point capital, il parle. Prodigieux, balbutiai-je. Vous n'avez encore rien vu? Il parle comme un perroquet ou un phonographe, dit Elius. Mais j'ai fait beaucoup mieux avec celle-ci. Il me montrait la femme qui dormait paisiblement. Beaucoup mieux? 1000 fois mieux, confirma Cornelius, qui partageait la surexcitation de son collègue. Écoutez-moi bien. Cette femme parle, elle aussi. Vous allez l'entendre, mais elle ne répète pas des paroles entendues en captivité. Ses discours ont une signification exceptionnelle. Par une combinaison de procédés physico-chimiques dont je vous épargne la description, le génial Elius a réussi à réveiller en elle non pas seulement la mémoire individuelle, mais la mémoire de l'espèce. Ce sont les souvenirs d'une très lointaine lignée d'ancêtres qui renaissent dans son langage sous l'excitation électrique. Des souvenirs ataviques ressuscitant d'un passé vieux de plusieurs milliers d'années. Comprenez-vous, Ulysse? Je restai confondu par ce discours insensé, pensant vraiment que le savant Cornelius était devenu fou. Car la folie existe chez les singes, particulièrement chez les intellectuels. Mais déjà, l'autre chimpanzé préparait ses électrodes et les appliquait sur le cerveau de la femme. Celle-ci restait un certain temps inerte, comme l'avait fait l'homme, puis elle poussa un long soupir et commença à parler. Elle s'exprimait également en langage simien, d'une voix un peu étouffée, quoique très distincte, et qui se modifiait souvent, comme si elle appartenait à des personnages divers. Toutes les phrases qu'elle prononça se sont gravées dans ma mémoire. « Ces singes, tous ces singes, disait la voix avec une nuance d'inquiétude. Depuis quelque temps, ils se multiplient sans cesse, alors que leur espèce semblait devoir s'éteindre à une certaine époque. Si cela continue, ils deviendront presque aussi nombreux que nous. Et il n'y a pas que cela, ils deviennent arrogants, ils soutiennent notre regard. Nous avons eu tort de les apprivoiser et de laisser une certaine liberté à ceux que nous utilisons comme domestiques. Ce sont ceux-là les plus insolents. L'autre jour, j'ai été bousculé dans la rue par un chimpanzé. Comme je levai la main, il m'a regardé d'un air si menaçant que je n'ai pas osé le battre. Anna, qui travaille au laboratoire, m'a dit que beaucoup de choses étaient changées, là aussi. Elle n'ose plus pénétrer seule dans les cages. Elle m'a affirmé que, le soir, on y entend comme des chuchotements et même des ricanements. Un des gorilles se moque du patron en imitant un de ses tics. La femme fit une pause, poussa plusieurs soupirs angoissés, puis reprit. « Ça y est, l'un d'eux a réussi à parler. C'est certain. Je l'ai lu dans le journal de la femme. Il y a sa photographie. C'est un chimpanzé. »« Un chimpanzé, le premier ! J'en étais sûr, s'écria Cornelius. Il y en a d'autres. Le journal en signale tous les jours de nouveaux. Certains savants considèrent cela comme un grand succès scientifique. Ils ne voient donc pas où cela peut nous mener.
Il paraît qu'un de ces chimpanzés a proféré des injures grossières. Le premier usage qu'ils font de la parole, c'est pour protester quand on veut les faire obéir. La femme observa encore un silence et reprit d'une voix différente, une voix d'homme assez doctorale. Ce qui nous arrive était prévisible. Une paresse cérébrale s'est emparée de nous. Plus de livres, les romans policiers sont même devenus une fatigue intellectuelle trop grande. Plus de jeux, des réussites à la rigueur. Même le cinéma enfantin ne nous tente plus. Pendant ce temps, les singes méditent en silence. Leur cerveau se développe dans la réflexion solitaire. Et ils parlent. Oh, peu, presque pas à nous, sauf pour quelques refus méprisants aux plus téméraires des hommes qui osent encore leur donner des ordres. Mais la nuit, quand nous ne sommes pas là, ils échangent des impressions et s'instruisent mutuellement. Après un autre silence, une voix de femme reprit angoissée. J'avais trop peur, je ne pouvais plus vivre ainsi. J'ai préféré céder la place à mon gorille. Je me suis enfuie de ma propre maison. Il était chez moi depuis des années et me servait fidèlement. Peu à peu, il a changé. Il s'est mis à sortir le soir, à assister à des réunions. Il a appris à parler, il a refusé tout travail. Il y a un mois, il m'a ordonné de faire la cuisine et la vaisselle. Il a commencé à manger dans mon assiette avec mes couverts. La semaine dernière, il m'a chassée de ma chambre. J'ai dû coucher sur un fauteuil dans le salon. N'osant plus le gronder ni le punir, j'ai essayé de le prendre par la douceur. Il s'est moqué de moi et ses exigences ont augmenté. J'étais trop malheureuse, j'ai abdiqué. Je me suis réfugiée dans un camp avec d'autres femmes qui sont dans le même cas que moi. Il y a des hommes aussi. Beaucoup n'ont pas plus de courage que nous. Notre vie est misérable hors la ville. Nous sommes honteux, ne parlant presque pas. Les premiers jours, je faisais des réussites, je n'en ai plus la force. La femme s'interrompit encore et une voix mâle prit la relève. J'avais trouvé, je crois, le remède du cancer. Je voulais l'essayer, comme j'avais toujours fait pour mes précédentes découvertes. Je me méfiais, mais pas assez. Depuis quelque temps, les singes ne se prêtaient à ces expériences qu'avec mauvaise grâce. Je ne suis entrée dans la cage de Georges, le chimpanzé, qu'après l'avoir fait empoigner par mes 2 assistants. Je m'apprêtais à lui faire l'injection, celle qui donne le cancer. Il fallait bien la lui donner afin de pouvoir le guérir. Georges avait l'air résigné. Il ne bougeait pas, mais ses yeux malins regardaient par-dessus mon épaule. J'ai compris trop tard. Les gorilles, les 6 gorilles que je tenais en réserve pour la peste, s'étaient libérés. Une conspiration. Ils s'emparèrent de nous. Georges commandait la manœuvre dans notre langage. Il copiait exactement mon attitude. Il donna l'ordre de nous attacher sur la table, ce que les gorilles exécutèrent fort proprement. Alors, il s'empara de la seringue et nous injecta à tous 3 le liquide mortel. Ainsi, j'ai le cancer. C'est certain, car s'il reste des doutes sur l'efficacité du remède, le sérum fatal est au point depuis longtemps et a fait ses preuves. Après avoir vidé la seringue, Georges me donna une petite tape sur la joue, comme je faisais souvent avec mes singes. Je les ai toujours bien traités. Avec moi, il récoltait beaucoup plus de caresses que des coups. Quelques jours plus tard, dans la cage où il m'avait enfermée, j'ai reconnu les premiers symptômes du mal. Georges aussi, et je l'ai entendu dire aux autres qu'il allait commencer la cure. Cela m'a causé une épouvante nouvelle. Pourtant, je me sais condamnée, mais je manque maintenant de confiance dans ce nouveau remède. S'il allait me faire mourir plus vite, j'ai réussi dans la nuit à forcer la grille et à fuir. Je me suis réfugiée dans le camp, hors de la ville. J'ai encore 2 mois à vivre, je les emploie à faire des réussites et à somnoler. Une nouvelle voix féminine prit le relais. J'étais femme dompteur. Je présentais un numéro de 12 orang-outans, des bêtes magnifiques. Aujourd'hui, c'est moi qui suis dans leur cage, en compagnie d'autres artistes du cirque. Il faut être équitable. Les singes nous traitent bien et nous donnent à manger en abondance. Ils changent la paille de notre litière quand elle est trop sale. Ils ne sont pas méchants. Ils corrigent seulement ceux, parmi nous, qui font preuve de mauvaise volonté et refusent d'exécuter les tours qu'ils se sont mis en tête de nous apprendre. Ceux-là sont bien avancés. Moi, je me plie à leur fantaisie sans discuter. Je marche à 4 pattes, je fais des cabrioles. Aussi sont-ils très gentils avec moi. Je ne suis pas malheureuse. Je n'ai plus ni soucis ni responsabilités. La plupart d'entre nous s'accommodent de ce régime. La femme observa cette fois un très long silence, pendant lequel Cornelius me regardait avec une insistance gênante. Je comprenais trop bien sa pensée. Une humanité aussi veule, qui se résignait si facilement, n'avait-elle pas fait son temps sur la planète et ne devait-elle pas céder la place à une race plus noble ? Je rougis et détournai les yeux.
La femme reprit sur un ton de plus en plus angoissé. Ils tiennent maintenant toute la ville. Nous ne sommes plus que quelques centaines dans ce réduit et notre situation est précaire. Nous formons le dernier noyau humain aux environs de la cité, mais les singes ne nous toléreront pas en liberté si près d'eux. Dans les autres camps, quelques hommes ont fui au loin, dans la jungle, les autres se sont rendus pour avoir de quoi manger à leur faim. Ici, nous sommes restés sur place, surtout par paresse. Nous dormons, nous sommes incapables de nous organiser pour la résistance. C'est bien ce que je craignais. J'entends une cacophonie barbare. On dirait une parodie de musique militaire. Au secours, ce sont eux, ce sont les singes. Ils nous encerclent. Ils sont dirigés par d'énormes gorilles. Ils nous ont pris nos trompettes, nos tambours et nos uniformes. Nos armes aussi, bien sûr. Non, ils n'ont pas d'armes. Oh, cruelle humiliation, suprême injure. Voilà leur armée qui arrive et ils ne brandissent que des fouets.